Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Monsieur Alioune Tine. Monsieur Tine, bonjour. C'est encore une fois un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Merci Bayoumar, je te remercie aussi de l'invitation et de l'opportunité que me donne Sud de pouvoir parler un tout petit peu de notre rapport qui est sorti ces derniers temps. Alioune Tine, vous êtes le fondateur de Afrikajom Center. Afrikajom Center, qu'est-ce que c'est d'abord? Afrikajom Center, c'est un think tank, un laboratoire d'idées qui est formé de jeunes doctorants. C'est avec eux qu'on travaille dans notre salle, travail d'études, de recherche sur la question de l'état de droit en Afrique, sur la question des droits humains, sur la question de la démocratie, de la gouvernance, de l'environnement et surtout la question de paix et sécurité qui nous concerne beaucoup dans la sous-région aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. D'abord l'appellation, le Djom, c'est quoi? Afrikajom est formé du premier suffixe Kajom. Kajom signifie demain, signifie avenir, signifie futur en Diola. Mais l'autre suffixe, c'est le Djom Wolof. Le Djom, de mon point de vue, c'est une des valeurs les plus puissantes. Parce que quand tu éduques ton enfant, tu dis Amal Djom. Amal Djom soit digne. La dignité, c'est vraiment une valeur, une qualification inhérente à la personne humaine. Le droit à la dignité, c'est vraiment un des droits fondamentaux de l'homme. Sois courageux. Oui, c'est des valeurs. C'est des valeurs, c'est des valeurs. Sois courageux. Dans le contexte d'aujourd'hui. Oui. Sois honnête. Donc je pense que c'est un résumé de toutes les meilleures valeurs que nous avons en Wolof. Donc il faut construire l'Afrique. Et circonscrit dans le continent africain. Circonscrit dans le continent africain. Ça veut dire qu'en nous appuyant sur nos valeurs, en nous appuyant sur nos ressources, et surtout les ressources humaines. Je pense que les premières ressources, il ne faut jamais l'oublier, ce sont les ressources humaines. Nous pouvons construire l'Afrique de demain avec nos valeurs aussi, parce que nous avons des valeurs très positives. Le Center, c'est en réalité, c'est un centre d'études, c'est un centre de formation, parce qu'on forme aussi, c'est un centre de recherche, parce qu'on fait beaucoup de recherches aussi avec les universitaires de Dakar, de Saint-Louis, en attendant bien sûr d'explorer effectivement les possibilités que nous avons avec les universités africaines. Nous travaillons avec des universitaires d'Abidjan. D'où Afrikajom Center. Afrikajom Center, voilà. Oui, Afrikajom Center, dans un contexte avec la crise au Mali, tensions vives en Côte d'Ivoire, en Guinée, Conakry, le démon à l'ultime du troisième mandat entre le sommet des présidents en exercice, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé de la Guinée-Conakry se lance dans la course. Pourquoi cette obsession à un troisième mandat? Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question avec le cas de la Guinée, le cas de la Côte d'Ivoire. Pendant que se murmure au Sénégal également cette question. Alors, Alioune Tine, les élections locales sont reportées, repoussées. Le dialogue politique suit son cours. Le bilan a été déposé entre les mains du président de la République. Qu'est-ce qui se joue présentement, à la fois au Sénégal et dans la sous-région? Mais commençons par l'actualité. Actualité pour actualité, parlons de la convocation de Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats sénégalais. Le magistrat Alioune Tine a été entendu par l'inspection générale de l'administration de la justice, ICAJ. Le motif indique le concerné porte sur les droits de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, des droits qui ont été violés lors de ce procès. Et en réponse, que dit Souleymane Teliko? Souleymane Teliko fonde son opinion sur deux décisions de justice. D'abord, l'arrêt de la CEDEAO du 29 juin 2018 qui dit que les droits de l'ex-maire n'ont pas été respectés. Et ensuite l'annulation de la Cour d'appel de Dakar des procès-verbaux d'enquête. Oui, que vous inspire cette problématique, cette convocation? Alioune Tine, Souleymane Teliko dit que cela repose sur des broutilles. En quoi? Je commence d'abord par faire un témoignage sur la personne que je connais. Ah oui? Oui, avec qui j'ai travaillé. C'est un homme d'une honnêteté intellectuelle très rare, donc il y a beaucoup de qualités. C'est un homme de foi. Souleymane Teliko? Oui, c'est un homme de culture.
C'est un homme qui bénéficie d'une très forte confiance, effectivement, de la corporation judiciaire. Pourquoi dites-vous il a été réélu? J'ai travaillé avec eux. Il a été réélu. J'ai travaillé avec Souleymane Teliko et avec l'UMS. Vous savez, le pouvoir judiciaire aujourd'hui est incarné par l'UMS, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, la plupart de ce que nous disons sur la gouvernance judiciaire, mais ils l'ont dit. Si je vous donne vraiment les recommandations qui ont été faites, les discours qui ont été tenus et qui a été ouvert par le ministre de la Justice lui-même. Je pense que si nous suivons ce que les juges demandent, ils ne demandent pas la lune. Ils demandent des moyens de travail. Ils demandent effectivement l'indépendance de la justice et les moyens pour les juges de travailler. Et moi, j'ajoute une chose. Nous avons besoin d'écouter l'UMS. Parce que quand même, il y a des personnes ressources extraordinaires. C'est-à-dire que quand on prend du point de vue des compétences en matière judiciaire au Sénégal, le Sénégal est un creuset. La plupart du temps, vous allez trouver les juges sénégalais aux Nations Unies ou ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de la justice? De parce que l'UMS est une organisation à l'intérieur de la justice. Le fait qu'il a été convoqué traduirait quoi, selon vous? L'UMS n'est pas seulement une organisation corporatiste qui défend les intérêts des juges. Ça va au-delà. L'UMS défend l'indépendance de la justice. Et défendre l'indépendance de la justice, c'est défendre l'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit sans indépendance de la justice. C'est extrêmement important. Et de mon point de vue, le fait que, de plus en plus, chez nous, nous avons des pouvoirs exécutifs très forts et qui considèrent tous les autres pouvoirs comme des pouvoirs subalternes qu'il faut contrôler, qu'il faut dominer. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Vous revenez sur le contexte, mais justement, dans sa trajectoire, Alentine, dans sa trajectoire, l'UMS a toujours été distinct des régimes en place. On se rappelle du président Aliou Niane, mais il y a également Abdoulaye Ba. Aujourd'hui, Souleymane Teliko, ça n'a jamais été facile, entre autres. Je vous parlais de tous les présidents de l'UMS qui se sont succédés face au régime, ça n'a jamais été aisé. Alors, du point de vue de l'historicité de l'UMS, quelle analyse en faites-vous? Écoutez, cette tension, elle est bonne pour la démocratie. Ce besoin d'émancipation du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, et c'est bon pour la démorratie. Ça reste une des mamelles fortes de la démocratie, la justice. On a des problèmes structurels qui font effectivement qu'en réalité, l'exécutif continue à exercer un contrôle. C'est surtout chez les Français. Le jour où nous allons avoir une administration judiciaire totalement émancipée de l'exécutif, à partir de ce moment-là, peut-être qu'on va commencer à dire, tiens, il y a quelque chose qui bouge. Et ce qu'il a dit concernant Khalifa, mais nous l'avons dit, nous l'avons écrit, nous le disons tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité à nos tribunaux, ça veut dire leur donner la possibilité de juger les questions politiques. Ça veut dire les questions les plus graves que nous avons, les questions qui créent l'instabilité politique, un peu partout. Nous n'avons pas d'organes pour les régler. La plupart du temps, c'est quand on va à la cour de justice de la CEDEAO, où en fait ces magistrats-là, ils ont les mêmes formations que les autres, qui commencent à dire le droit. À partir de ce moment-là, on commence à se dire, mais tiens, on nous corrige à la CEDEAO, on nous corrige au niveau des Nations Unies. Donc il faut effectivement qu'on commence à regarder les différentes corrections. Qu'est-ce que ça dit de notre propre pouvoir judiciaire ou de notre système démocratique? Et à partir de ce moment-là, c'est là où la réflexion devrait se faire, et non pas de dire, écoutez, pourquoi vous dites ça, monsieur le juge? Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce que Teliko a dit, mais nous l'avons dit. Tout le monde l'a dit mieux. Mais ce sont des institutions judiciaires qui appartiennent à l'Afrique, la Cour de justice de la CEDEAO. Mais écoutez, c'est la justice ouest-africaine, c'est la justice adoptée par nos propres, comment dirais-je, chefs d'État et de gouvernement. Vous rejetez la pertinence de cette convocation? Mais bien sûr que je ne peux pas accepter une convocation de cette nature. Bien sûr que nous avons écrit avec les autres organisations de la société civile. Et bien sûr, c'est ça notre rôle. Le jour où on arrêtera de faire ça, on ne servira à rien. C'est vrai que nous,
quand on intervient, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un enjeu de pouvoir? Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que nos démocraties sont malades. Nos démocraties, il y a les pathologies démocratiques. Ça veut dire, on a quelque chose qui est le Mali aujourd'hui. Moi, j'appelle ça le syndrome malien. Le syndrome malien guette pratiquement tous les pouvoirs que nous avons en Afrique de l'Ouest. Et ce syndrome, si on ne fait pas attention, ça va aboutir à la décomposition pratiquement des institutions et de l'État. Parce que nous avons tendance à avoir des pouvoirs qui sont des pouvoirs despotiques. Mais on va revenir sur l'analyse géopolitique. Mais d'abord sur le cas de la justice avec cette convocation du président de l'Union des magistrats sénégalais. Avant, il y avait le cas des greffiers. Vous avez suivi cet épisode. Ensuite, aujourd'hui, vous avez le cas de l'UMS. Le ministre de la Justice dit, écoutez, c'est entre eux, c'est entre les magistrats. Oui, comment vous analysez cette sortie à la fois du ministre de la Justice par rapport à une problématique aussi majeure comme cette convocation de l'UMS? Écoute-moi, la justice sénégalaise, elle est malade. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a eues ces temps-ci avec vraiment des magistrats pour lesquels j'avais beaucoup d'estime, qui sont extrêmement compétents. Même sur le plan international, j'ai suivi ces choses avec beaucoup d'inquiétude. La question des greffiers, moi j'ai reçu à plusieurs reprises Aya chez moi, j'ai parlé au ministre de la Justice concernant cette question avec Ogosek, que je salue d'ailleurs, qui s'est beaucoup investi pour le règlement de cette question. Donc il faut le dire, nous avons une justice malade. Le dire, ce n'est pas effectivement critiquer ou faire quoi que ce soit, mais c'est appeler effectivement à un sens des responsabilités, faire preuve de lucidité et de réalisme, et de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans notre justice pour essayer de trouver les solutions les plus appropriées aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui arrivent. Jusque-là, il faut dire attention. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de possibilité pour une institution de dire stop à l'exécutif, c'est que nous avons des problèmes. C'est ce qui se joue présentement. Bien sûr que la justice, c'est ce qui se joue dans toute l'Afrique de l'Ouest. La justice dans la démocratie. Aujourd'hui, avec le cas de l'UMS, comment vous interprétez justement ce problème à l'intérieur de la justice? Mais beaucoup soupçonnent, comme dit d'ailleurs Suleiman Teliko, il y a une tentative de casser l'UMS. À quelle fin? Je ne fais pas de procès d'intention. Mais s'il y a une intention, elle est dangereuse. Je ne fais pas de procès d'intention. Mais cette intention, elle est dangereuse et il faut éviter. Je pense qu'on a besoin de renforcer l'UMS. On a besoin de renforcer l'UMS, on a besoin de renforcer la justice. On a besoin d'écouter ce que les juges ressentent, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur propre métier. Et ces problèmes-là, ça commence à sortir. Et ça commence, vous m'excusez du terme, à être nauséabond. Il y a des choses qu'on a rencontrées sur la justice sénégalaise, c'est pratiquement inédit dans l'histoire politique du Sénégal et dans l'histoire de la justice au Sénégal. Donc, il me semble qu'on a atteint un seuil critique et aujourd'hui, il faut nous asseoir en toute lucidité et regarder qu'est-ce qui ne va pas dans la justice. Et pourtant, il y a les réformes en cours jusqu'ici non encore achevées, des réformes qui restent inachevées. Il y a blocage quelque part, on dirait. Pourquoi? Comment analysez-vous cela? C'est-à-dire que, de mon point de vue, nous vivons avec des régimes totalement anachroniques qui n'arrivent pas à anticiper, si tu veux, la modernité qui s'offre à nous aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau monde, avec une nouvelle culture politique. Les gens qui n'arrivent pas à intérioriser, surtout les pouvoirs qui n'arrivent pas à intérioriser cette nouvelle culture politique, souvent ils sont balayés. Ces pouvoirs sont balayés. Les pouvoirs les plus despotiques, les plus despotiques, les moins légitimes, et les pouvoirs qui terrorisent. Vous avez le Soudan, vous avez la Tunisie, vous aviez Compaoré, vous avez... Je peux citer l'Algérie de Bouteflika. Tout ça, c'est une nouvelle culture qu'ils n'arrivent pas à voir comment il faut traiter avec cette nouvelle culture, comment il faut l'intégrer, comment il faut dialoguer. C'est ça le problème. C'est que le pouvoir de dialoguer avec une culture émergente.
Et la culture émergente, c'est la culture de l'état de droit. Oui. La culture émergente, c'est la culture démocratique. La culture émergente, c'est la culture du respect de la Constitution. La culture émergente, c'est la culture du respect de ce qu'on appelle le suffrage universel. Le non-respect du suffrage universel, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au Mali. C'est une question électorale. Donc, ce sont ces questions-là qu'il faut voir comment il faut les traiter. Question judiciaire, parce que vous savez, la Cour constitutionnelle a explosé au Mali aussi. Donc, ça avait commencé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et vous avez suivi l'actualité dans ce pays en parlant de justice à l'UNTIN avec les candidatures qui ont été rejetées. Quelque part, des difficultés entre justement le Conseil constitutionnel et les autres instances internationales. La Cour africaine qui prend une décision contraire au Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire fait fi de cette décision. Dans quoi finalement sommes-nous? Quand on regarde ce qui s'est passé il y a 10 ans en Côte d'Ivoire, avec une guerre qui a fait pratiquement 3000 morts, et aujourd'hui on assiste pratiquement au même phénomène qui avait accouché de ces violences en Côte d'Ivoire, mais on se dit, mais vraiment, comment il s'appelle, Alassane Ouattara est anachronique, totalement anachronique. Il est carrément en rupture avec l'histoire. Et de mon point de vue, moi, il y a une chose que je suis en train d'interroger de plus en plus, c'est le Dieu pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un rap, tu m'excuses du terme. Quand il te prend, ça ne marche plus, ça veut dire que tu es comme possédé. Et effectivement, tu es possédé parce qu'en réalité, dans ta démarche, en tant que quelqu'un quand même qui est sorti quand même du Fonds monétaire international, je pense que c'est la rationalité. Hein? Je dis même quelqu'un qui a été gouverneur de la Banque centrale, quelqu'un qui a été Premier ministre, quelqu'un qui a été rejeté. Et tout le monde, je pense que le monde entier a soutenu Alassane Ouattara. Et sa fonction, c'était de réconcilier aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes dans un scrutin. Il y a eu 44 candidats. Vous en retenez 4. Vous avez changé. À 3 mois, vous changez les membres du Conseil, certains membres du Conseil constitutionnel. Vous avez une CEI qui n'est pas conforme. D'ailleurs, vous avez été interpellé par la Cour africaine des droits de l'homme à propos de la CEI, la Commission électorale indépendante. Alors, ça veut dire, tout simplement, vous ne construisez pas un état de droit. Un état de droit avec, si vous voulez, la séparation des pouvoirs. Et avec aussi ce qu'on appelle des institutions administratives indépendantes. La CEI n'est pas indépendante. La justice est dans une situation telle, en Côte d'Ivoire, de pression. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est les violences. Le résultat, parce que vous avez suivi la déclaration de Guillaume Soro depuis Paris lors de sa conférence de presse. Oui, mais parce que Guillaume Soro le dit, il dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Gueye est arrivé en 99. En 2000, il organise des élections frauduleuses pour pouvoir rester. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Il a été balayé, il a perdu sa vie. C'est l'autre qui est arrivé, Gbagbo. Gbagbo a résisté. 2000, il est au pouvoir. En 2002, qu'est-ce qui arrive? C'est la rébellion du Nord. Alors, aujourd'hui, tu arrives, tu dis, ben, écoutez, 2020, je vais faire le forcing. Mais qu'est-ce qui va arriver à 2021, 2022? On a une situation préélectorale extrêmement tendue, avec beaucoup de violence. 26 morts. Près d'une centaine de personnes sont arrêtées, dont des députés, des parlementaires. Tout le monde parle sauf les Africains. Vous avez les parlementaires de l'OIF qui ont sorti un communiqué de presse. Vous avez l'Union européenne qui a sorti un communiqué pour marquer sa préoccupation par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas encore entendu la CEDEAO qui doit donner le ton. La CEDEAO doit anticiper sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et doit avoir une mission conjointe en Côte d'Ivoire avec l'Union africaine et les Nations Unies. Je pense que les Nations Unies sont en train de jouer des pieds et des mains pour que la CEDEAO et l'Union africaine aillent sur place en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe. Parce que cette élection-là, si on ne la reporte pas... Ah oui? Pourquoi? Mais il faut reporter... Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez, vous avez aujourd'hui
pratiquement tous les, comment on dit, les grands leaders qui ont été écartés. Vous avez un Conseil constitutionnel dont les gens n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance au Conseil constitutionnel. Tu vas voir ce qui va arriver. Aucune confiance à la commission électorale indépendante. Et puis un candidat qui est exclu des élections, qui exclut d'autres. C'est l'exclusion qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Si on recommence avec les exclusions, vous avez Gbagbo qui a été rejeté, Guillaume Soro, vous avez Mabry Touakeuse qui a été rejeté, et ainsi de suite. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, toutes ces communautés, parce qu'on sait effectivement que les partis politiques représentent des communautés. Ces communautés et leurs leaders, vous les excluez, mais vous allez créer des tensions terribles. C'est impossible de gouverner la Côte d'Ivoire avec cela. Et je ne comprends pas aujourd'hui, et c'est incompréhensible, que la CEDEAO ne puisse pas prendre aujourd'hui les initiatives les plus appropriées, les initiatives diplomatiques, pour se rendre rapidement en Côte d'Ivoire. Je pense que le prochain Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Et ça peut être pire. Et nous sommes dans un environnement aujourd'hui où nous avons quand même un conflit asymétrique partout. En Guinée, on l'a au Mali, le conflit asymétrique. Nous l'avons au Niger. Mais de plus en plus aujourd'hui, les gens, ils sont au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont été déjà là-bas. Ils s'approchent du Ghana et également du Togo. Je ne parle même pas du Sénégal. Donc, il faut effectivement contenir d'abord le Mali et faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir de débordements en Côte d'Ivoire, en Guinée et ailleurs. Donc, moi, je me suis dit, si nous ne faisons pas attention en Côte d'Ivoire, oui. Mais on va avoir la déflagration et une espèce de somalisation carrément dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est propre en Côte d'Ivoire l'est en Guinée. C'est pareil. En quoi? Mais écoutez, c'est-à-dire qu'en Guinée-Conakry, c'est la question du troisième mandat. Oui. Quand vous dites j'ai fait un troisième mandat, le troisième mandat, vous prenez dans n'importe quelle constitution, ça n'existe pas. Troisième mandat, prenez n'importe quelle constitution, ça n'existe pas. Et si vous allez dans les pays développés, quand on dit écoutez, c'est 2 mandats qui sont retenus, mais les gens qui font ces réformes, mais ils ne sont même pas concernés, c'est pour le futur. Ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils vont... En réalité, c'est eux qui verrouillent sur la base d'une expérience et d'abus qui sont répétés. On dit, mais tiens, on va arrêter les abus. Et tous les présidents, je dis tous les présidents, qui ont verrouillé et limité les 2 mandats, quand ils le verrouillent et quand ils le font, ils disent qu'ils ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'ils sont dedans. Donc, d'abord, c'est une question de l'esprit et c'est une question d'éthique. Vous ne pouvez pas corriger et en même temps aussi venir barrer pour dire bon, Wade l'a fait, ça n'a pas marché. Ici au Sénégal, c'est d'abord Senghor qui a changé la limitation de mandat en 1967. Ensuite, il y a Diouf, à la veille de l'élection présidentielle de 2000, en 1999, qui a changé. Mais n'empêche, il a été battu. C'est le président Wade. Le 23 juin 2011, c'était pour ça, il a forcé le troisième mandat, ça n'a pas marché. Donc je pense que ça a une signification chez nous. Pas seulement chez nous, ça a une signification aujourd'hui en Afrique. Nous avons fait notre rapport partout, on nous dit. Mais c'est la question de la limitation des mandats aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il explique? Que l'on revienne sur cette question où ça a toujours été une question qui se pose selon les générations en Afrique, la question du troisième mandat. Il faut créer une compétition qui soit saine. Il faut créer la reddition des comptes. Et les moments de reddition des comptes les plus élevés, c'est les élections. C'est le jour où on a dit, tiens, on va changer de leadership. À partir de ce moment-là, on va faire, vous allez dire, mais tiens, voilà tout ce que j'ai fait. L'élection, c'est ça. Voilà maintenant, tout ce que j'ai fait, j'ai accompli, voilà ce que je vais faire. Les autres vous disent, voilà ce que vous n'avez pas fait. Donc, votre gouvernance, votre régime, tout va être passé au peigne fin. Maintenant, c'est maintenant aux gens
de choisir. Si le peuple estime que vous n'avez pas bien travaillé, partez. Maintenant, vous faites vos 2 mandats, c'est propre, vous partez. Ça veut dire que vous épargnez le pays. Vous épargnez de beaucoup de choses. Vous créez la stabilité, vous créez la continuité, vous créez la paix, vous créez la sécurité. Or, quand vous prenez les risques de créer l'instabilité, la violence, mais écoutez, vous allez avoir quand même des forces opportunistes qu'on appelle ceux qui aiment vraiment nager en nos troubles, et les djihadistes qui vont arriver. C'est quand vous êtes faible qu'ils arrivent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des États très vulnérables. C'est-à-dire que nous n'avons même pas la possibilité, regardez le Mali, ça veut dire d'assurer notre propre sécurité. Notre propre sécurité, ça commence d'abord par avoir des institutions qui sont des institutions fortes. Mais il y a un des leaders sénégalais, je veux parler du grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop, qui est un homme politique aussi, qui déclare que lui, il n'est pas pour la limitation du mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que oui? À Twitter, je suis dans les réseaux sociaux, les gens lui ont fait un var. Oui? Où avant, il a dit, écoutez, la limitation de mandat, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Donc, il était pour la limitation de mandat. Et les gens ont mis maintenant sa dernière déclaration qui dit qu'il faut lever la limitation de mandat. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dire, mais ne pas limiter les mandats, on en a fait l'expérience. C'est-à-dire que des présidences à vie. Vous avez déjà un pouvoir despotique, un pouvoir sans limite. Et puis, vous n'avez pas de limitation de mandat, mais vous allez avoir un clan qui va gérer le pays et qui va gérer de façon arbitraire et qui n'a pas de compte à rendre à personne. Mais après, vous détruisez les institutions. Ça veut dire que c'est les institutions qui vont tomber en désuétude et puis après, bam. Donc, nous avons besoin, nous-mêmes, Africains, de discuter entre nous, de réinventer une démocratie qui nous permette d'avoir la stabilité, de discuter entre nous et d'avoir des institutions qui sont adaptées. Mais nous ne pouvons pas dire, écoutez, nous sommes là, nous sommes une communauté, nous allons gérer pendant 50 ans de pouvoir. Mais ce n'est pas possible. Vous allez créer des discriminations, vous allez créer des fractures sociales, des fractures communautaires, et vous les payez trop cher. Nous avons besoin d'asseoir l'état de droit. Nous avons besoin d'avoir une démocratie, de discuter notre démocratie, d'adapter notre démocratie à nos réalités culturelles. C'est pour ça que nous sommes appelés Africa Jom Center. Et la bonne gouvernance, ce n'était pas méconnu. Vous savez, ce que les Mourides font avec Massalikul Jinan, avec leur sens de l'organisation, de la méthode. Mais donc pour vous, le 3e mandat est source d'embrasement de la sous-région. Ça fait partie de nos pathologies. Et c'est clair. Vous savez, le coup d'état militaire de Djibo en 2011, mais ça n'a pas fait presque pas de morts. Le coup d'état des jeunes là, de la junte militaire, c'est 4 morts. Mais quand Ouattara a dit, je suis candidat pour le 3e mandat, mais ça fait 26 morts. Vous avez 300 blessés. Vous avez une centaine de personnes aujourd'hui qui sont des détenus, des gens de la société civile, les gens des partis de l'opposition. Donc, ça nous coûte. Et on va vers des élections qui vont être contestées. C'est-à-dire que le contentieux électoral, il est extrêmement lourd. Parce que les gens qui viennent... Le contentieux post-électoral. Quand vous dites, je suis candidat à un 3e mandat, d'abord, vous violez la Constitution. Ça, c'est un. Et quand vous n'êtes pas prêt à perdre les élections, vous n'êtes pas prêt. Dans certains pays comme le Sénégal, où effectivement nous avons peut-être des institutions relativement fortes, ça n'a pas empêché à quelqu'un comme Wade de gagner les élections. Ça veut dire que Wade, quand même, il faut saluer quand même que c'est un démocrate. Maintenant, si vous allez vers des gens qui sont sans scrupules, qui se disent, écoutez, je ne vais même pas chercher le 2e tour, et c'est ça. Vous éliminez, quand vous éliminez des gens déjà du champ politique, c'est pour dire, écoutez, c'est pas pour perdre l'élection. Vous allez tout faire, c'est ça le problème. Vous allez tout faire pour gagner dès le 1er tour. Et quand vous le faites, vous allez créer tout de suite la crise.
tout de suite, là, vous allez créer la crise, vous n'allez pas être reconnu, vous n'allez pas avoir de légitimité. Et maintenant, le temps qu'il fallait pour continuer à gérer, continuer à construire, les gens vont le perdre dans des négociations, dans des batailles à n'en plus finir. Ça ne vaut pas le coup. Le troisième mandat, ça ne vaut pas le coup. Et le troisième mandat, c'est rejeté par les populations africaines aujourd'hui. C'est ça le problème. En Afrique de l'Ouest, dès que vous dites, écoutez, vous n'avez pas de limitation de mandat, soit vous avez un coup d'État, soit c'est la rue. Soit c'est la rue, les gens sortent pour vous dire, écoutez, ça suffit. Et ça prend beaucoup de temps, ça crée beaucoup d'instabilité, ça crée des morts, ça crée des blessés. Ça ne vaut pas le coup. Oui. Et ceux qui le font aussi, je pense que Buhari l'a dit, il a invité ses pairs à respecter la Constitution. Oui, on ne cesse de le dire. Abdelaziz de la Mauritanie avait déclaré que certains de ses collègues lui avaient demandé de garder encore le pouvoir, de chercher un troisième mandat. Il a dit non, il a rejeté. Alors cette obsession, selon vous, s'expliquerait par quoi? Cette obsession à un troisième mandat? Vous savez, le pouvoir, c'est d'abord le prestige. C'est d'abord les honneurs. Mais le pouvoir aussi, c'est le fait effectivement d'un contrôle absolu des institutions. Le pouvoir, c'est un contrôle absolu des ressources. Le pouvoir, c'est le pouvoir de faire des carrières. C'est le pouvoir également, ce pouvoir absolu, c'est de défaire des carrières. C'est presque un pouvoir de vie ou de mort sur les gens. De vie politique, de mort politique, etc. On l'a vu. Et de mort réelle. Donc, c'est ce pouvoir-là qui rend fou, de mon point de vue. Et ce pouvoir, il n'est pas le pouvoir seul. Les gens vont dire, ah, c'est le président. Non, non, non. C'est tout un appareil. C'est tout un système. Tout un système qui fonctionne et qui vous fait perdre la tête aussi. Vous avez des opportunistes qui seront toujours du pouvoir. Quand vous regardez l'histoire politique du Sénégal, il y a des gens qui ont été avec les Senghor, avec les Abdou Diouf, qui ont été avec Wade, qui sont avec Macky. Et ça va continuer. Et ces gens-là, dès qu'ils sont près de toi, ils vont en profiter. C'est eux qui profitent des fois le plus, même que le chef de l'État lui-même. Oui. Donc, il faut éviter d'avoir des pouvoirs de cette nature qui vont se transformer, je pèse mes mots, hein, ça arrive, à une espèce de clan ou à une espèce de mafia. Et à partir de ce moment, de l'autre côté, vous allez créer des mécontents, vous allez créer des vides de pouvoir, vous allez créer des vides d'institutions. Et si vous ne faites pas attention, ça va être occupé par d'autres. Oui, Alioune Tine, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, il est le fondateur de Afrikajom Center. Vous avez publié votre rapport sur même l'état de droit, sur le troisième mandat. Mais Alioune Tine, avec le recul, vous travaillez beaucoup plus sur la prévention des conflits. En termes de prévention, par rapport à ce qui se passe et se déroule sous nos yeux, la question du troisième mandat, quelle prévention, quelle alternative? C'est qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre acte d'une faiblesse et d'une impuissance des mécanismes de régulation des conflits et de prévention des conflits en Afrique. Je pense que il faut en prendre acte. C'est-à-dire, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, tout ce qui s'est passé avec les morts, avec les blessés, avec les personnes qui ont été emprisonnées, avec également aussi un processus électoral qui n'était pas transparent. Que les gens viennent, qu'ils constatent le fichier électoral, qu'ils se disent, écoutez, le fichier ne va pas mal, et que l'OIF prenne ses bagages et parte. Ça veut dire, sans en tirer les conséquences, même pas par un communiqué de presse, que la CEDEAO vienne, regarde, qu'ils partent, sans en tirer les conséquences, et l'Union africaine, et même les Nations unies, aucune conséquence, ils partent. C'est en réalité tout simplement pour marquer leur propre impuissance par rapport à ce qui se fait. Et ça continue. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ni les Nations Unies, c'est l'Europe qui parle. C'est peut-être les Américains qui vont parler, mais les Africains par rapport à ce qui va se passer. Et c'est une cocotte minute qui est là, qui est en train de faire tic-tac, qui peut exploser à tout moment. Les gens, ils écoutent et ils ne bougent pas. Mais ça, c'est effarant. C'est effarant. Il faut que la CEDEAO bouge. Et je pense effectivement que nous, en Côte d'Ivoire, on a été très impliqués, nous, le Sénégal. Je me rappelle, par exemple, les accords qui ont été signés par Cheikh Tidiane Gadio à l'époque, du temps de Wade. Les gens, les Guillaume Soro,
qui était venu là, qui était ici, c'était presque parrainé par Maître Wade. Et puis, j'ajoute, le parrain de Alassane Ouattara pendant longtemps, que ce soit au niveau de l'international socialiste, que ce soit lors des élections, l'international libéral, vous voulez dire. L'international libéral, excusez-moi, c'est Abdoulaye Wade. Et entre les deux tours, avec Gbagbo, il était là, c'était du jamais vu. Donc il me semble aussi que, quelque part, il y a le leadership sénégalais pour jouer par rapport à la prévention des conflits. Et de ce point de vue, je pense que le président Macky Sall devrait faire quelque chose par rapport à la Côte d'Ivoire. Et il me semble qu'il y a des gens qui sont proches de la Côte d'Ivoire, parce que quand il y a eu le conflit en Côte d'Ivoire, mais toutes les organisations régionales sont venues ici à Dakar. Nous, à la RADDHO, on a eu tellement de monde. Il y a des gens même qui ont fait la tabaski à notre siège à la RADDHO. Donc, nous, on ne peut pas rester les yeux fermés et les bras croisés par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Au Ghana, et là nous interpellons vraiment le président Nana Akufo-Addo, beaucoup se sont réfugiés au Ghana. Donc il faut que le président Nana, qui est président en exercice de la CEDEAO, mais intervienne en Côte d'Ivoire, demande à ce qu'il y ait une mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Chambaz, on a besoin de l'écouter, de l'entendre. L'UNOWAS, ici, on ne l'entend pas. Hein? Maintenant, la CEDEAO, c'est vrai, c'est dirigé, la commission est dirigée par un Ivoirien, mais c'est une raison de plus pour dire, moi, Ivoirien, brou, il ne faut pas que je laisse quand même mon pays brûler. Mais en même temps, il faut que tous les chefs d'État interviennent pour demander à ce qu'il y ait très rapidement une mission en Côte d'Ivoire avant que cette cocotte minute n'éclate. Et il y aura des effets terribles, des impacts terribles pour tous nos pays après ce qui s'est passé au Mali. On ne pourra pas supporter une nouvelle crise. Cela intervient surtout dans un contexte de gouvernance, parce que la démocratie suppose la gouvernance. Toujours est-il que le contexte aujourd'hui est marqué par des questions liées à la gouvernance de façon générale. En parlant des inondations, le président de la République est en tournée économique dans les différentes régions du pays. Oui, Alioune Tine, comment analysez-vous la question sous l'angle de la gouvernance dans un contexte d'inondation et de Covid-19? Vous savez, l'état de droit, si vous avez un état de droit, une justice indépendante qui fonctionne, l'état de droit aussi, c'est le fait d'avoir un parlement qui a des capacités de contrôle, un parlement où le débat peut se dérouler de façon saine, de façon objective. Mais si effectivement vous n'avez pas une justice qui marche, vous n'avez pas... Et tout ça c'est lié aussi à la gouvernance. Vous prenez par exemple, c'est un tout petit peu également le résultat auquel on a abouti. Si vous avez l'OFNAC qui fait le travail qu'il fait, et il le fait très bien. Si vous avez l'inspection générale d'État, qui est la crème des crèmes, qui fait le travail qu'il fait, ou la Cour des comptes, maintenant, s'il n'y a pas de lien, je veux dire coercitif, entre ce qu'ils font, les résultats de leur travail, surtout par rapport à ceux qui ont dérobé les deniers de l'État, et la justice, il y a des problèmes. Et ça, c'est Mme Seynabou Ndiaye elle-même qui dit, mais écoutez, Bassirou, je vous ai envoyé des trucs. Si on a un Bassirou libéré, c'est pour ça que j'ai dit que le problème de la justice, c'est d'abord là. S'il y a une véritable émancipation, ça veut dire qu'en réalité, le président, là, on ne le met pas dedans. L'exécutif, on ne le met pas dedans. Les sous, c'est l'en commun. C'est ce que nous partageons ensemble. C'est notre en commun. C'est sacré. Une fois qu'il y a des problèmes, on met entre les mains du magistrat qui apprécie. S'il doit poursuivre, s'il ne doit pas poursuivre. Il y a l'opportunité de la poursuite. Absolument. C'est-à-dire que ce lien doit être coercitif, doit être absolu. Ça veut dire que si Seynabou Ndiaye Diakhaté dit à Bassirou de faire, personne ne peut arrêter. Vous savez comment ça se passe au Sénégal. Non, mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que je crée le lien entre, si tu veux, une justice indépendante. C'est vrai que la séparation des pouvoirs, c'est ça qui crée ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est fondamental. Et si nous n'arrivons pas à construire un état de droit qui marche, mais écoutez, ça se ressent sur tout. Sur la gouvernance et sur le reste. Vous avez parlé de gouvernance. Maintenant, quand je dis gouvernance aussi, c'est la reddition des comptes.
si vous ne faites pas de reddition des comptes. Là, vous parlez de l'Assemblée nationale en parlant de redevabilité. La redevabilité, c'est d'abord l'Assemblée nationale. C'est très important qu'il y ait un débat au sein de l'Assemblée nationale sur la question de la gouvernance des différents sujets, des inondations, de la Covid, etc. Ils ont un rôle fondamental à jouer. Mais s'ils ne jouent pas ce rôle, qu'est-ce qui joue ce rôle souvent? C'est la presse. C'est-à-dire que quand la presse le fait, la presse gagne beaucoup plus en légitimité que l'Assemblée nationale, qui nous coûte cher. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'effectivement que la presse est devenue dans certains pays, pas seulement le 4e pouvoir, mais le 2e. Les gens s'appuient tout de suite sur les informations données par la presse pour faire une poursuite judiciaire. Dès que ça arrive. Donc maintenant, l'Assemblée nationale, il me semble que ça doit faire l'objet aujourd'hui, pour nous, d'une réflexion profonde. Comment on peut avoir une Assemblée nationale qui puisse être un mécanisme de régulation sociale normale, parce que c'est ça aussi, de régulation politique et sociale, qui fasse qu'avant que les choses ne débordent pour aller dans la rue, au moins qu'en réalité que les gens essayent de dégrossir les problèmes déjà à l'Assemblée nationale. C'est ça qui n'a pas lieu à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez parlé de... Donc ces réformes-là sont des réformes nécessaires, sont des réformes structurelles nécessaires. Surtout qu'au moment où on dit, tiens, nous allons vers le dialogue politique. Qui a fini son travail quand même. Nous sommes dans une situation de transition politique sans fin. C'est-à-dire que la transition politique était avec Wade. Et Wade, il arrive, il oublie tout, il fait comme si la situation du pays est normale. Donc, Wade va essayer de différer les problèmes avec Macky qui arrive, qui considère aussi que on n'a pas besoin de transition, nous sommes une démocratie majeure. Nous ne sommes pas une démocratie majeure. Majeure achevée ou inachevée? La démocratie en elle-même est inachevée. Ça, vraiment, toutes les démocraties sont inachevées. Les démocraties ne sont pas des démocraties achevées, idéales, et il y a des problèmes partout. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des problèmes partout, que nous, on n'examine pas nos problèmes. C'est ça le problème. Mais alors, Alioune Tine, il faut qu'on en parle, l'opposition. Une démocratie, c'est aussi une opposition. La place et le rôle de l'opposition. Aujourd'hui, il y a un débat en cours pour le chef de l'opposition, le statut du chef de l'opposition. Alioune Tine, aujourd'hui, comment analysez-vous le rôle de l'opposition sénégalaise aujourd'hui? Existe-t-il une opposition ou, comme diraient d'autres, travaille-t-elle cette opposition pour le président Sall? Moi, je ne veux pas tirer sur une ambulance, mais je vais vous dire une chose. La politique est, de façon globale, que ce soit au niveau de l'opposition ou au pouvoir, la politique est malade au Sénégal. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Elle est même anachronique. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que si nous n'avons pas des figures politiques qui émergent, qui sont créatives, qui sont innovatives, qui ont une vision de l'avenir et qui présentent, qui soient effectivement crédibles. Mais que ce soit les petites batailles, même à l'intérieur de l'opposition, les petites batailles sur la question du chef, alors que ça vous devait aller de soi, de mon point de vue, ça devait aller de soi. Maintenant, quand ça se discute comme ça, ça ne date pas de maintenant, ça date de 2001. Quelqu'un qui a toujours voulu du chef de l'opposition, c'est Wade, mais il n'a pas su le régler de façon correcte. Est-ce que c'est le chef de l'opposition parlementaire ou c'est le chef de l'opposition, celui qui vient en deuxième position à la présidentielle? Il y en a qui l'ont réglé dans certains pays. Dans la présidentielle, tu arrives, tu es truc, c'est toi. Peut-être les prochaines élections législatives, quand ça arrive, tu perds, celui qui est à l'Assemblée nationale, il gagne. Maintenant, quand on regarde le débat ou le dialogue national et qu'on continue à voir notre pays, comment ça marche, mais on se dit, mais à quoi sert la politique? Et cette question-là, elle n'est pas anodine. Il faut qu'on réfléchisse pour voir comment il faut réformer la politique en Afrique. Sinon, c'est d'autres figures qui arrivent, parce que les gens sont découragés, les gens sont désabusés, les gens n'y croient plus. On ne doit pas être dans une situation où les gens ne croient plus à la politique, ne croient plus aux leaders politiques. Parce que c'est des figures de substitution qui arrivent. Parce que nous sommes dans des situations où de plus en plus nous avons ce qu'on appelle des ethnocrates, des égocrates, des gens qui s'imaginent qu'ils sont l'incarnation exclusive du peuple
et qui disent, bon voilà, c'est le peuple qui m'a mis là, le peuple a fait... Tu sais, la notion de peuple est tellement manipulée. Même les gens du de CNSP, ils disent, voilà, on va consulter le peuple. Quel peuple? C'est quel peuple? Le peuple est indéterminé, comme on dit. Est-ce que c'est le peuple électoral? Ça, c'est une élection qui peut déterminer ça. Une élection est arithmétique. Maintenant, si vous manipulez les institutions de régulation des élections, même ce peuple arithmétique, il devient introuvable. Et ça devient, c'est des problèmes. Donc, moi, de mon point de vue, c'est aujourd'hui, l'impératif catégorique, c'est comment construire d'abord nos états de droit. Comment renforcer la démocratie? Comment mettre en place des institutions qui fonctionnent? Parce qu'aujourd'hui, on assiste dans les États post-coloniaux à une espèce de décomposition de toutes les institutions. Et il n'y a qu'une seule qui fonctionne, et c'est ça le problème, c'est le président de la République. Et quand ça ne marche pas, en réalité, tout peut foutre le camp du jour au lendemain. Et de plus en plus, nous sommes confrontés à ça. C'est ça que j'appelle d'ailleurs le syndrome malien. Et de plus en plus, il est annoncé un remaniement ministériel. De plus en plus de remaniement en remaniement. Est-ce cela la solution? C'est-à-dire, comment sortir du gouvernement de partage du gâteau? Il faut en sortir. Et l'impression, c'est ça. Ça veut dire que chacun a son petit bout. Et maintenant, ça ne marche plus. Voilà. Maintenant, comment en sortir? Parce que nous avons de plus en plus de problèmes, de plus en plus de défis. Et nous avons de plus en plus comme on dit, d'unité et de rassemblement. Pour vous, le remaniement est imminent? Mais il me semble que de temps en temps, c'est de l'oxygène. Il faut peut-être remanier, trouver de nouvelles têtes, un nouveau disque. Le problème, c'est la politique d'abord. Il faut commencer à la repenser en Afrique parce que la politique fait beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, les gens sont en train de tourner le dos aux différentes figures politiques que nous avons. Il faut bien réfléchir sur ce qui s'est passé au Mali, avec la figure de l'imam qui sort et la figure des militaires qui sortent. C'est pas ça la solution. Ça veut dire que les politiques aujourd'hui doivent se remettre en question, pouvoir comme opposition. C'est extrêmement important dans notre sous-région et peut-être même à l'échelle de l'Afrique. C'est pas que c'est seulement chez nous où ça marche. Si vous allez aux États-Unis, vous regardez ce qui se passe. Ça veut dire que la démocratie représentative, elle est à bout de souffle. Elle est née au 19e siècle. Peut-être ça arrive à la fin et il faut repenser autre chose. Et si on ne le fait pas, nous sommes les plus faibles et les plus vulnérables. Si on ne commence pas, parce que il faut penser notre avenir ensemble. Si nous voulons réussir ensemble, c'est ça la solution. Mais tu ne peux pas se mettre à faire ensemble du bricolage. pour déboucher sur quoi? C'est la dernière question. Réfléchir ensemble, penser ensemble pour déboucher sur quelle alternative? Pour nous, l'alternative, c'est 1, l'état de droit, de 2, l'état social. Et il faut effectivement, de façon cumulative et mutuelle, faire les deux. Parce que c'est ce qu'on appelle les inégalités et les fractures sociales. Elles sont tellement immenses. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens oubliés par l'État qu'en fait, il y a d'autres forces qui arrivent et qui font fonction de substitution de l'État. Donc, qui règlent des problèmes de sécurité, qui règlent des problèmes de mangement, qui règlent des problèmes de santé, qui règlent des problèmes de justice. Attention. Donc, il faut que l'État social et l'État de droit marchent ensemble. C'est les deux. C'est ça, c'est un idéal. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse sur la répartition des ressources disponibles. Quand je vais, ce qu'on appelle les en commun, les gens, par exemple, la figuration des en commun, c'est les trottoirs. Tout le monde marche sur les trottoirs. La figuration des en commun aussi, c'est les plages. Mais allez voir le littoral. Le littoral, normalement, tous les Sénégalais devaient avoir la possibilité de se promener tranquillement sur les plages. Mais il y a des gens qui les occupent, qui font des constructions qui sont inhabitées et les gens n'en profitent pas. Rien que ça, je ne parle même pas d'autre chose. Je ne te parle pas du pétrole, je ne te parle pas des phosphates, je ne te parle pas de la terre aujourd'hui, avec le foncier. Donc, travailler à réfléchir sur les en commun. C'est ça aussi l'état social. Que personne ne soit oublié ou laissé sur le bord de la route. Or, il y a beaucoup de gens qui restent sur le bord de la route et qui se disent aujourd'hui l'Afrique est un enfer, le paradis c'est ailleurs. On y va, même si on doit mourir en route, c'est rien. Donc, tout ça, ça veut dire que l'état social est là. D'autres qui se disent, écoutez, Al-Qaïda ou AQMI
me paye 300 000 francs, me donne une moto, me donne une Kalachnikov, et je peux vivre avec, alors que l'État ne fait rien pour moi. On est dans ces problèmes. Et quand on est dans ces problèmes, on doit s'asseoir ensemble, on doit réfléchir ensemble. Et ce problème vient de plus en plus. Donc, si nous n'avons pas un consensus sur la manière dont nous devons être gouvernés, sur la manière dont nous devons élire nos leaders politiques, sur la manière dont nous devons gérer les ressources que nous avons pour que tout le monde en profite, la manière dont nous allons faire notre enseignement. Aujourd'hui, quand je regarde les choses dans certains pays, il y a beaucoup d'écoles qui ferment. Quand les écoles ferment comme ça, des milliers d'écoles, ça c'est des bombes. C'est des bombes sociales. Oui, les droits sociaux, les droits économiques et sociaux. Comme super priorité. Exactement. Oui, les deux sont des priorités. Droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels. Ça va ensemble. Ça va ensemble avec cette tournée économique du chef de l'État pour en retenir quoi? Bon, je pense qu'il faut d'abord avoir une grande écoute, il faut avoir la possibilité de pouvoir regarder ce qu'il y a autour et puis d'en tirer les meilleures conséquences effectivement pour les attentes. Les attentes sont fortes et nous sommes dans une période de dépression terrible. On cumule à la fois les effets de Covid-19 et les effets de l'inondation. Sans compter donc tout ce que nous attendions du pétrole, du gaz, nous ne l'avons pas. Donc, c'est le moment où il faut de plus en plus de solidarité, de plus en plus de rassemblement et de plus en plus d'unité. Si on ne fait pas attention pour écouter, pour s'écouter entre nous, discuter entre nous, regarder nos problèmes pour essayer de les résoudre, mais écoutez, on va avoir les mêmes problèmes qu'ailleurs, tôt ou tard. Donc, il faut anticiper. Nous sommes dans des anachronismes. Il faut sortir des anachronismes dans lesquels nous sommes depuis très longtemps. Et puis, en nous disant, nous sommes des Sénégalais, les grands marabouts sont là, rien ne peut nous arriver. Non. Nous avons de très sérieux problèmes au Sénégal. C'est des problèmes d'état de droit, des problèmes de gouvernance, des problèmes de reddition des comptes. Et tous ces problèmes-là, il faut que nous ayons le courage de nous asseoir, de nous regarder et de trouver les solutions les plus appropriées. L'Afrique face à ces multiples problèmes, à ces crises, Alioune Tine, président de Afrikajom Center, tenait également que c'est des questions que Sen Radio suit de très près. Je veux parler de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, en Guinée, mais également plus tard aux États-Unis. Oui, quelque chose est en train de se jouer à la fois dans notre sous-région, mais dans le monde. Alioune Tine, le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est solidarité, de mon point de vue, solidarité avec ceux qui sont dans l'eau. Il faut les sortir de là-bas, trouver des solutions accessoires en attendant effectivement de pomper l'eau. Je pense que c'est très important. Solidarité avec les malades de Covid. Je pense que le mot solidarité, je pense, doit faire partie aujourd'hui de notre vocabulaire, l'empathie, le soin, la philosophie du soin. C'est extrêmement important, le yëg. Nit ki nga yëg ko, c'est très important. Il faut ñu yëgante et puis il faut aussi également qu'on se considère mutuellement, avoir la considération pour le Sénégalais et pour l'homme africain. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité, Alioune Tine est le fondateur de Afrikajom Center. En tout cas, ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir à l'émission Objection. Merci, M. Tine. Merci beaucoup et merci à tous les éditeurs de Sud. Merci, mesdames, messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Place à Maodo Faye et son invité. Bonne suite de programme.